Alors, nous abordons aujourd'hui l'histoire de la franc-maçonnerie, toujours dans le cadre de ce cours d'histoire de la philosophie, histoire des religions. Ça me semble intéressant de consacrer un petit chapitre à ce sujet-là, parce que c'est une réalité qui existe, sociologique, philosophique, en Belgique en particulier, et donc il n'y a pas de raison de le passer sous silence. Alors, mon exposé comprendra deux parties, vraisemblablement. Une première partie consacrée à l'histoire de la franc-maçonnerie, et dans un deuxième temps, je vais vous expliquer plutôt les objectifs et le fonctionnement de la franc-maçonnerie en France et en Belgique. Voilà, à l'heure actuelle. Je commence donc par l'histoire de la maçonnerie. Alors, le terme maçon renvoie à une réalité très concrète qui est celle des constructeurs des cathédrales au Moyen-Âge. Dans le mot franc-maçon, vous avez en fait deux termes. Vous avez maçon qui renvoie donc directement au métier du bâtiment, et vous avez franc qui renvoie à la liberté, à la notion de franchise. Les plus anciennes coutumes de ce métier qui nous soit conservé remontent à la fin du XIVe siècle, à la dernière décennie du XIVe siècle. Et l'on possède un manuscrit qui est le Regius, qui veut dire le royal, littéralement. Au Moyen-Âge, déjà, la corporation de métiers liés à la construction, donc des maçons, possédait un certain nombre de règles, de coutumes, qui étaient strictement fixées, comme c'était le cas d'ailleurs pour les autres professions. Si vous allez sur la grande place de Bruxelles, vous avez toute une série de bâtiments qui sont les maisons des corporations, qui ont été reconstruites à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, après le bombardement de la ville de Bruxelles par le maréchal de Villeroy en 1695, qui était donc un général du roi de France Louis XIV. Ce sont donc toutes des maisons de corporation, qui sont d'ailleurs facilement identifiables. Et les maçons étaient une corporation parmi beaucoup d'autres, puisqu'il y en avait pour toute une série de métiers. Dans le textile, dans la boucherie, les barbiers, les arbalétriers avaient leur corporation. Et les maçons, donc, avaient aussi des corporations, une corporation. C'est l'ancêtre des syndicats, une association professionnelle. Alors, ces maçons-là appartiennent à ce que l'on appelle la maçonnerie opérative. Opérative vient d'un mot latin qui veut dire ceux qui travaillent, mais qui travaillent de leurs mains, même si c'est un métier qui nécessite des compétences évidentes, qui sont d'ordre intellectuel. Cette maçonnerie de type opérative va perdre, comment dirais-je, de sa force dans le courant du XVIe siècle, et au XVIIe siècle, on en perd pratiquement la trace. Et c'est seulement au début du XVIIIe siècle que 4 loges de Londres décident de se fédérer. Alors, qu'est-ce qu'une loge? C'est en fait un groupement de plusieurs membres, pas très important en général, en tout cas à l'origine,
une dizaine, une vingtaine peut-être, de gens qui se réunissent pour discuter de sujets qui les intéressent. Mais, à l'origine, il ne faut pas avoir une vision, je dirais, idéaliste de ce qu'étaient les francs-maçons, pas du tout. C'était en fait des copains, des camarades qui se réunissaient la plupart du temps dans une arrière-salle d'un café, d'une taverne, pour boire, pour rigoler, pour manger. Donc les sujets dont il était question, ça allait dans tous les sens. C'était en fait une camaraderie qui avait des côtés très folkloriques, incontestablement. Et donc, lorsqu'en 1717, 4 loges londoniennes, qui portaient d'ailleurs le nom de la taverne où ils se réunissaient, où elles se réunissaient, décident de former une grande loge, c'est-à-dire une fédération qui va s'appeler la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui est la loge mère, je dirais, de la franc-maçonnerie de type anglo-saxon. En 1723, un pasteur protestant qui s'appelle James Anderson rédige des constitutions de la franc-maçonnerie afin de remettre un petit peu d'ordre dans ce qui se pratiquait à cette époque. Il existe déjà à cette époque-là, donc très tôt, dès 1721, une loge à Mons qui s'appelait la Parfaite Union. Donc les Pays-Bas, à l'époque autrichienne, ont été à la pointe du mouvement maçonnique, et cette fois-ci de ce que l'on appelle la franc-maçonnerie spéculative, c'est-à-dire la franc-maçonnerie philosophique, pour la distinguer de la franc-maçonnerie opérative du Moyen-Âge. Alors, une idée importante est mise en exergue, en évidence, par ce pasteur, lorsqu'il rédige ses constitutions de la franc-maçonnerie, c'est l'idée de tolérance. C'est un élément très important et qui est fondateur de la franc-maçonnerie. Cette idée était tout à fait révolutionnaire à l'époque, entre autres choses en Angleterre. Au XVIe ou XVIIe siècle, il y avait eu, dans ce pays-là, mais un peu partout en Europe, des guerres de religion entre les catholiques et les protestants, et plus tard entre les protestants eux-mêmes. En Angleterre, les choses n'avaient pas été simples au XVIIe siècle, puisqu'il y avait différentes sectes protestantes qui avaient accédé successivement au pouvoir. Il y avait eu les anglicans, et l'anglicanisme est toujours la religion dominante, comme vous le savez, en Grande-Bretagne, en Angleterre plus précisément. Il y avait également les puritains, qui avaient eu pignon sur rue à l'époque de Cromwell, donc dans les années 1650, et toute une série de groupes qui avaient été persécutés avaient dû fuir et partir en direction de la côte est de l'Amérique du Nord, dans ce qui deviendra plus tard les États-Unis. Et c'est comme ça qu'aux États-Unis, vous avez, au XVIIIe siècle, des colonies, qui plus tard deviendront des États,
qui regroupe majoritairement des membres de telle ou telle confession, de tel ou tel mouvement protestant. On trouve également des États où les catholiques vont être majoritaires quand ils ont été persécutés en Angleterre. Autrement dit, la tolérance n'existait pas encore au XVIIe siècle. Et pour accéder en Angleterre, qui était pourtant sur le plan politique bien en avance sur les régimes politiques qui dominaient alors sur le continent, le régime politique qui dominait sur le continent, c'était l'absolutisme, sous sa forme de monarchie absolue de droit divin. Eh bien que l'Angleterre était en avance sur le plan politique, il y avait encore des discriminations entre les anglicans, c'est-à-dire le groupe dominant, et les autres. Et donc, lorsque le pasteur James Anderson rédige ses constitutions et qu'il inscrit dans le projet de la maçonnerie que nous appelons, nous, spéculative, la notion de tolérance, vous devez vous dire que c'est une véritable révolution intellectuelle. Même si ça avait été préparé par quelques brillants esprits déjà au XVIIe siècle, par exemple comme Pierre Bayle en France, qui était lui-même un protestant. Alors je vais vous lire tout de suite un extrait des constitutions de Anderson dans l'édition de Daniel Ligou. Alors, je n'ai pas la date précise ici de la 4e édition. Je vois 1990 pour la 4e édition. Donc, ce sont les constitutions d'Anderson. C'est le texte fondateur de la franc-maçonnerie spéculative. Alors, dans ces constitutions, il y a donc les obligations d'un franc-maçon. Le premier chapitre s'intitule « Concernant Dieu et la religion ». Un maçon est obligé, par son engagement, d'obéir à la loi morale, et s'il comprend correctement l'art, il ne sera jamais un athée stupide, ni un libertin irréligieux. Mais quoique dans les temps anciens, les maçons fussent obligés, dans chaque pays, d'être de la religion de ce pays ou nation, quelle qu'elle fût, aujourd'hui, il était considéré plus commode de les astreindre seulement à cette religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord, laissant à chacun ses propres opinions, c'est-à-dire d'être des hommes de bien et loyaux, ou des hommes d'honneur et de probité, quelles que soient les dénominations de croyances religieuses, qui aident à les distinguer, par suite de quoi la maçonnerie devient le centre de l'union et le moyen de nouer une amitié fidèle parmi des personnes qui auraient pu rester à une perpétuelle distance. Donc ce texte date du début du XVIIIe siècle. Alors vous voyez que c'est un texte tout à fait remarquable, puisqu'il met en évidence qu'il faut insister non pas sur les différences entre les individus, sur la différence entre leurs opinions, qui divisent toujours, parce que les individus ont leurs options politiques, leurs options religieuses, et il met en évidence ce qu'il y a de commun aux individus. Et c'est ce qu'il appelle la religion commune. Et la religion commune pour Anderson, qui est lui-même protestant, c'est la religion d'humanité. Tout le monde croit au moins en l'humanité. Il y a peut-être des divergences quant à la croyance
en Dieu, aux formes de la religion. Si l'on est protestant, si l'on est catholique, si l'on est juif ou si l'on est musulman, mais en tout cas, il y a un élément qui est commun, c'est celui de l'amour de l'humanité. Alors, il reste évidemment, n'oubliez pas que c'est un pasteur, il reste bien sûr dans une logique, je dirais, religieuse. Mais une logique religieuse qui tend vers une logique philosophique. Donc la franc-maçonnerie, à l'origine, est un lieu de regroupement, ce qu'il appelle le centre de l'union. C'est le mot qu'il utilise, c'est le centre de l'union, qui doit réunir les gens qui sont probes et libres. Alors, probe, ça veut dire quoi? Ça veut dire honnête. Donc des gens qui ne pratiquent pas le mal, qui ne cherchent pas à ruser pour tromper leurs semblables. Et ensuite, libre. Alors, comment faut-il entendre la liberté? Au sens premier du terme, la liberté s'oppose à l'esclavage et à la servitude. La servitude existait encore à cette époque-là, en tout cas en Europe centrale et orientale, en Europe occidentale de moins en moins, ou presque plus. Il n'y avait presque plus de serfs. L'esclavage existait. Il existait où? Principalement dans les colonies. Mais la liberté dont il est question ici, ce n'est pas tellement une liberté liée à un statut juridique, c'est une liberté, en tout cas ça va être interprété comme ça plus tard, peut-être que dans l'esprit d'Anderson, c'est limité effectivement dans un premier temps à un statut juridique, mais ça va être lié à la liberté de penser. Donc quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui pense librement, sans préjugés, et qui est capable de remettre en question ce qu'on lui a appris. Donc vous comprenez bien que la notion de liberté, qui a un sens juridique initialement, et qui était peut-être quelque chose que Anderson avait en tête, doit être interprétée, et en tout cas ça a été interprété comme tel dès le XVIIIe siècle, comme une notion de liberté de penser. Alors c'est révolutionnaire, puisque dans les loges au XVIIIe siècle, on va trouver des catholiques, des protestants, des juifs, déjà quelques musulmans, même si c'était rare. Et donc vous voyez qu'il n'y a plus d'exclusion en fonction de ce que vous pensez. Les loges étaient le seul lieu où on pouvait rencontrer des gens différents. Ce n'était pas possible sur la place publique. Les juifs, les chrétiens de différentes obédiences ne pouvaient pas se rencontrer véritablement. Quand vous pensez qu'il faut attendre, que ce soit en France ou que ce soit en Belgique, ce qu'on appelle les Pays-Bas autrichiens à l'époque, le début des années 1780, donc bien après ceci, pour qu'il y ait des édits de tolérance, c'est-à-dire que pour que les protestants puissent exercer leur culte, et encore de manière discrète, c'est-à-dire en n'ayant pas des bâtiments visibles sur la rue. Il faut attendre la veille de la Révolution française pour cela, en Belgique et en France. Donc vous voyez, c'est tout à fait révolutionnaire. Et ne parlons pas des Juifs, les Juifs ne seront émancipés qu'à l'époque de la Révolution française et à l'époque de l'Empire. Et encore, je dis bien en Europe occidentale, parce qu'en France et en Belgique, mais si vous voyez, oui, dans les territoires conquis par Napoléon, qui devront suivre les règles fixées par les conquérants français, mais en Europe centrale et en Europe orientale, ce n'est pas du tout le cas. Les Juifs vont encore souffrir en subissant des pogroms pendant tout le XIXe siècle. Et vous savez qu'à l'époque nazie, ils vont même perdre leur nationalité, leur citoyenneté en Allemagne. Ils ne seront plus des citoyens allemands, alors que souvent, les Juifs qui vivaient en Allemagne étaient des résidents qui étaient souvent beaucoup plus anciens que certains Allemands qui se croyaient de vieilles souches allemandes. Il y avait des Juifs qui vivaient là depuis des centaines, des siècles et des siècles. Voilà.
Donc, idée tout à fait révolutionnaire. Les loges vont se multiplier à un rythme très rapide. On va en trouver d'abord en Angleterre et dans ses colonies, mais on va en avoir également sur le continent. Je vous ai parlé de la France, des Pays-Bas autrichiens, donc de la Belgique. On va en trouver aux Pays-Bas, ce que l'on appelle à l'époque les Provinces-Unies, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Autriche, en Allemagne, dans les pays scandinaves. Donc vous devez vous dire que la maçonnerie rencontre un écho très favorable, mais, il faut bien le dire, dans la classe moyenne et dans la classe supérieure de la société. Ça va être un lieu de rencontre, non seulement entre des gens qui ont des idées religieuses différentes, parce que les athées étaient très rares au XVIIIe siècle, il y en avait, et il y en avait dans les loges aussi, mais ils étaient relativement rares au XVIIIe siècle. L'athéisme est un phénomène qui va commencer à se répandre, je dirais, au XIXe siècle. Mais, je vous ai dit, les loges ne sont pas seulement un endroit où on rencontre des gens de convictions différentes, mais également d'origines sociales différentes. Ça va être l'occasion pour les bourgeois, les petits bourgeois, les grands bourgeois, de rencontrer la noblesse, alors qu'ils appartenaient en France ou en Belgique à des ordres différents. Donc ils n'avaient pas l'occasion de se rencontrer. Donc c'est un progrès également. À une époque où les signes de différenciation sociale étaient très nombreux. Je prendrai en particulier le cas du port de l'épée. Seuls les nobles pouvaient porter une épée. Et ils la portaient tous. Ça, je peux vous le dire, c'était pour montrer qu'on était noble. Quand on se promenait en rue, on se promenait avec son épée. Eh bien, pour montrer l'égalité entre les nobles et les bourgeois, eh bien, il a été décidé qu'en loge, tout le monde pouvait porter l'épée. Donc, vous voyez, il y a un signe d'égalité qui apparaît là. Il faudrait peut-être mieux que tout le monde supprime les épées, mais enfin, le signe, donc au niveau de la symbolique, le port de l'épée en loge signifiait que les bourgeois valaient autant, étaient des égaux des nobles. Même chose, par exemple, pour le port de certaines décorations. La décoration la plus haute en France était le cordon du Saint-Esprit, qui était un cordon bleu. C'était vraiment le sommet, c'était un petit peu la Légion d'honneur, si vous voulez, à cette époque-là. Il a été décidé qu'en loge, ceux qui géraient la loge, ce que l'on appelle les officiers dignitaires, allaient tous porter un cordon bleu. Qu'ils soient bourgeois, nobles, de nouveau, il y a une volonté d'égalité avec un nivellement non pas vers le bas, mais vers le haut dans la symbolique, c'est-à-dire que tout le monde porte les signes de la classe supérieure. On aurait pu, évidemment, aller dans l'autre sens et dire, mais ce sont aux nobles à se dépouiller et à s'habiller comme des bourgeois. Il se fait qu'à cette époque-là, ça ne s'est pas fait comme ça. En tout cas, d'un point de vue symbolique, c'est important, vous voulez marquer l'égalité. Une grande loge est fondée en France en 1728. En Belgique aussi, il y aura une grande loge provinciale des Pays-Bas qui dépendra directement de Londres, qui sera créée. Son plus célèbre grand maître sera le marquis de Gage, qui était un Montois. On progresse dans le temps. Au moment de la Révolution française, il y a eu des maçons qui ont joué un rôle, mais il ne faut pas leur attribuer le rôle que longtemps on leur a donné, à savoir que la Révolution française résultait d'un complot des maçons. Pas du tout. Il y avait des maçons parmi les royalistes, il y avait des maçons parmi les bourgeois, et ils avaient peut-être un idéal commun, et s'ils ont pu se rencontrer, c'est plutôt dans la première partie de la Révolution, à savoir celle de la monarchie constitutionnelle,
entre 1789 et 1792. Alors quel est cet idéal? C'est celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Cette triade est d'ailleurs devenue l'emblème de la République française, puisque vous trouvez cette triade sur tous les monuments, les bâtiments publics en France, les mairies, les écoles, par exemple, sans parler des assemblées législatives. Suite à la Révolution française, un nouveau tournant s'opère. Je vous avais déjà dit que la notion de tolérance est inscrite dans les constitutions d'Anderson. Au lendemain de la Révolution française et de l'Empire français, deux notions nouvelles apparaissent. C'est l'idée tout d'abord que les francs-maçons doivent travailler au progrès social et intellectuel de l'humanité. Ensuite, c'est l'affirmation de la liberté de conscience, qui était préparée par la notion de tolérance, que l'on trouvait déjà un siècle plus tôt. Au XIXe siècle, la franc-maçonnerie connaît les coups de boutoir de l'Église catholique. En 1738, déjà, le pape Clément XII avait excommunié les francs-maçons de l'Église catholique dans sa bulle In Eminenti. Un siècle plus tard, Grégoire XVI renouvelle, mais cette excommunication a été renouvelée à de nombreuses reprises par les pontifes romains, renouvelle cette excommunication et interdit aux prêtres, et ça va avoir des conséquences importantes en France, en Belgique, un peu partout, de donner, puisque les francs-maçons sont excommuniés, de donner le sacrement des mourants aux francs-maçons. Ils devront donc automatiquement aller en enfer ou au purgatoire. Et s'opère au XIXe siècle une véritable rupture entre, d'une part, la franc-maçonnerie et l'Église. Alors qu'auparavant, de très nombreux individus qui avaient des postes importants, qui étaient des catholiques, si vous voulez, pouvaient être francs-maçons et ne tenaient pas compte véritablement de cette excommunication. À partir du XIXe siècle, il va y avoir une opposition. Pourquoi ? Vous vous souvenez peut-être que la semaine dernière, je vous ai lu un bref passage de l'encyclique Mirarivos de Grégoire XVI de 1832, qui condamnait la liberté de conscience en expliquant, et ce sont les termes du pape, qu'il s'agissait d'un véritable délire que celui de la liberté de conscience. Effectivement, puisque Dieu existe, on ne peut pas imaginer qu'on puisse penser autre chose que ce qui est écrit dans la Bible. À ce moment-là, en France, ou en Belgique en particulier, parlons un petit peu du pays dans lequel nous vivons, les catholiques sont très conservateurs, cherchent à créer le plus grand nombre possible d'écoles catholiques, veulent enrégimenter la société belge dans une vision qui est celle de la papauté, tandis qu'en face, les libéraux, dont à cette époque-là la très grande majorité sont catholiques, vont se trouver déchirés
entre d'une part leur foi catholique et leur conviction sur le plan politique et social, parce que les libéraux considèrent que les enfants n'ont pas à être enrégimentés dès leur plus vieux âge dans des écoles ou des collèges et des universités catholiques, et ils considèrent que la religion est une matière facultative. Ils ne sont pas contre la religion, pas du tout, parce que je vous ai dit que la plupart d'entre eux, la très grande majorité d'entre eux sont catholiques, mais ils estiment qu'il faut distinguer ce qui est de l'ordre du public et ce qui est de l'ordre de la vie privée. Il ne faut pas tout mélanger. Et c'est ainsi qu'au XIXe siècle, quand ce sont les libéraux qui sont au pouvoir, ils suppriment le cours de religion, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont contre la religion, bien entendu, à l'école, et quand ce sont les catholiques qui sont au pouvoir, à ce moment-là, ils imposent le cours de religion catholique, et uniquement le cours de religion catholique dans les écoles. Je ne vous donne pas le détail de tout cela. Je rappelle toutefois ce que j'ai fait hier avec mes étudiants en histoire, que vous vous trouvez ici dans une école normale qui a été créée en 1842, en même temps que l'école normale de Lierre. Il n'y avait que 2 écoles normales qui ont été créées au XIXe siècle, enfin, en tout cas à ce moment-là. Et à la tête de l'école normale de Nivelles, celle dans laquelle vous vous trouvez, pas dans ces bâtiments-ci, parce que la première école normale à brûler se trouvait dans le centre-ville. Donc on a reconstruit cette école il y a un peu moins de 100 ans, mais pas à l'emplacement initial, qui est beaucoup plus grand d'ailleurs que l'école normale initiale. Mais les 3 premiers directeurs de l'école normale de Nivelles étaient des ecclésiastiques, lorsqu'il s'agissait d'une école normale de l'État. Le premier directeur, d'ailleurs, est devenu monseigneur. Il est devenu vice-recteur de l'Université catholique de Louvain. Et l'Université catholique de Louvain, au XIXe siècle, ce n'était pas l'Université catholique de Louvain maintenant, qui est une université où il y a quand même une ouverture d'esprit. Bon, on n'est plus du tout dans la lutte contre les libres penseurs, comme c'était le cas au XIXe siècle. Si vous allez dans l'Université catholique de Louvain, vous avez même des professeurs qui sont athées. C'est un petit peu incohérent de leur part, mais enfin, je veux dire, ce n'est pas un motif d'exclusion, alors qu'au XIXe siècle, ça aurait été impensable. Si vous prenez par exemple le cas d'un intellectuel anarchiste célèbre, qui est le professeur Jean Bricmont, qui est un spécialiste de la physique théorique, qui est un ami de Noam Chomsky, que les linguistes connaissent certainement, il est anarchiste, athée, ça ne pose pas de problème. Mais au XIXe siècle, il n'en était pas question. Et donc, le monseigneur Namèche, qui est devenu vice-recteur de l'Université catholique de Louvain, était un catholique pur et dur qui mettait en œuvre toutes les décisions des papes, de Grégoire XVI en particulier, et ensuite de Pie IX. Donc moi, ça m'a toujours gêné, je l'ai déjà dit à mes collègues, que dans la salle de délibération de cette école normale, qui est quand même une école de l'enseignement officiel de la communauté française, on doit délibérer en présence, vous allez me dire, tout ça c'est du folklore, peut-être, mais enfin les symboles ont quand même un peu d'importance, qu'on doit délibérer en présence du buste de Monseigneur Namèche, qui était un catholique pur et dur. Le fait qu'il soit catholique, ça ne me dérange pas du tout, mais d'un Monseigneur qui était chargé d'appliquer les règles de Grégoire XVI et de Pie IX, qui étaient quand même des souverains pontifes acharnés contre la liberté de conscience. Et là, je vais vous avouer que moi, ça me gêne. Je sais que j'ai beaucoup de mes collègues pour lesquels ça laisse tout à fait indifférent. Mais enfin, moi, je trouve ça quand même assez perturbant. Vous savez, il y a comme ça des petits secrets dans l'école, comme dans tous les établissements. Moi, je sais que, bon, je ne sais pas si je le ferai un jour, l'histoire de l'école, ça a été déjà fait, mais en tout cas, je voudrais la faire différemment de celle qui a été écrite par un professeur de latin ici, M. Orbach, qui vit toujours d'ailleurs, qui était
professeurs de latin, à l'époque où il y avait encore du latin à l'école normale, mais qui est une vision assez, enfin qui n'est pas ma vision en tout cas, de l'histoire de l'école normale. Mais il y a comme ça des choses, vous savez, c'est comme dans les vieux châteaux hantés. Alors moi j'aime bien aller chercher les secrets, parce que je crois que c'est assez symptomatique de la vie inconsciente de l'école, et ce sont des choses qui restent de manière souterraine et qui sont assez révélatrices d'un état d'esprit, même si évidemment les choses évoluent, bien heureusement. Quand vous pensez que, au rez-de-chaussée, quand vous allez dans la cour de l'école, donc en dessous des classes où vous avez les locaux de psychopédagogie et les locaux d'éducation physique, il y a une très belle cave où vous avez, sur votre droite, qui est fermée, c'est un petit peu comme le château de Barbe-Bleue, vous savez, on ne peut pas y entrer. Eh bien, dans ce couloir, vous avez sur votre droite 2 salles qui ont été peintes par Dubrinfo lui-même, ce grand artiste belge communiste, ou par certains de ses élèves, on ne sait pas très bien, mais ce sont des salles, par exemple la salle des chevaux ou la salle des cosmonautes, qui méritent véritablement d'être vues. Donc c'est une salle qui mérite vraiment d'être vue, d'après moi ça pourrait même être classé par la communauté française, mais alors, ça ce n'est encore rien, quand vous allez au bout de ce couloir, il y a une pièce qui est barricadée. J'ai été dans cette pièce avant qu'elle ne soit barricadée, c'est pour ça que je vous parle un petit peu de Barbe-Bleue, du château de Barbe-Bleue ici. Je ne sais pas si vous savez, mais l'école normale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été réquisitionnée par l'armée allemande. C'est comme ça que vous pouvez peut-être voir, si vous êtes un petit peu attentif, que à gauche de la rotonde, quand vous rentrez dans la cour, vous avez une inscription en allemand qui est marquée Aufnahme pour les germanistes. C'est écrit Aufnahme. C'était par là qu'on rentrait dans la commandanture. Donc c'était occupé par les Allemands ici. Voilà. Ils avaient réquisitionné l'école normale, donc les élèves ont dû partir ici, les professeurs aussi, ont dû aller ailleurs, à Nivelles. Alors si je vous parle de ça, parce que les gens ne regardent pas, il faut être attentif quand même quel que soit l'endroit où on soit, et enfin, dans une école, il faut en connaître un petit peu l'histoire. Eh bien, je reviens à ce que je disais, quand vous êtes au bout de ce couloir, je vous dis, il y a une porte qui est barricadée. Alors, on vous explique très solennellement que cette porte est barricadée parce qu'il y a des sans-abri qui y logeaient. Voilà, un clochard, ça pouvait être dangereux. En fait, à mes yeux, il aurait été beaucoup plus simple de barricader la fenêtre qui se trouve à l'extérieur, plutôt que de fermer la porte, parce que les sans-abri peuvent toujours rentrer dans ce local-là, vous êtes bien d'accord, en rentrant par la fenêtre, parce que la fenêtre peut toujours entrer par la fenêtre. Donc c'est un petit peu illogique comme décision. Mais surtout, dans ce local, vous avez des inscriptions, parce que c'était en fait le cachot pour les soldats allemands qui étaient indisciplinés. Et vous avez des inscriptions, il est marqué par exemple putain en allemand, je ne vous le dis pas en allemand ici. Alors, vous avez également un signe SS. Et en fait, cette cellule est barricadée maintenant, mais c'est dans cette cellule qu'un soldat allemand s'est suicidé. Donc c'est la pièce du suicidé. Moi je trouve que ça vaudrait la peine de faire une visite comme ça d'école normale, mais évidemment ce sont des choses que je ne sais pas même s'il y a beaucoup de gens qui le savent à part moi. Peut-être certains, des vieux professeurs d'école, je ne sais pas. Enfin ça mérite d'être su quand même tout ça. Voilà, donc petite incise, et je reviens maintenant à mon sujet d'aujourd'hui, mais de temps en temps il faut revenir sur ce qui, à mes yeux, ne sont pas des anecdotes, parce qu'elles sont révélatrices, je dirais, inconsciemment de certaines traditions qui peuvent exister. Alors, je reviens à mon propos. Donc, je vous disais qu'au XIXe siècle va s'opérer une rupture entre le catholicisme politique et, d'autre part, le libéralisme. Alors, le libéralisme, je vous dis, n'est pas du tout opposé à la religion.
puisque les libres penseurs et les libéraux sont pour la liberté de penser, donc la liberté de culte, la liberté d'enseignement. Ils sont contre toute forme de monopole, et a fortiori le monopole de l'Église catholique dans l'enseignement. C'est à cette époque-là que dans les loges, qui sont très politisées, ce qui n'est plus le cas maintenant, en tout cas en Belgique, dans les loges qui sont très politisées, il y a de véritables tribunes de type électoral pour les libéraux. Et il y a même des consignes de vote. Vous imaginez, il y a de ça maintenant plus de 150 ans, ce n'est plus le cas maintenant, pour voter pour tel ou tel candidat libéral, parce qu'il faut absolument faire barrage à la droite catholique conservatrice. Mais pour éviter les dérapages, il a été décidé, après un certain temps, que l'on ne pourrait plus, à la fin d'une réunion en loge, voter une motion politique ou en rapport avec la religion. Parce que sinon, on s'éloignait de l'objectif initial de la maçonnerie, qui permettait à tout le monde de s'exprimer librement, sans et garde sa liberté de conscience et ne soit pas tenu par une décision collective d'une loge, parce qu'il ne s'agit pas d'un parti politique. C'est à cette époque-là également que l'on va discuter, en Belgique d'abord, en France ensuite, donc dans les années 1870, sur la symbolique d'un certain nombre de termes. En effet, chez les francs-maçons, à cette époque-là, c'est plus le cas maintenant dans un certain nombre de loges, il était question du grand architecte de l'univers, autrement dit le Gadlu, en termes abrégés. Et le grand architecte de l'univers, à l'origine, c'est incontestablement, au XVIIIe siècle, c'est incontestablement Dieu, mais ça peut être le Dieu des catholiques, le Dieu des protestants, des juifs ou des musulmans. Ça permet de mettre tout le monde d'accord. Mais à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, on s'est dit, mais, en tout cas dans la maçonnerie continentale, je ne parle pas de la maçonnerie anglo-saxonne, mais derrière le Gadlu, le grand architecte de l'univers, dans le cadre d'une philosophie liée à la liberté de conscience, on peut y mettre ce que l'on veut derrière ce terme. Et ce n'est plus obligatoirement Dieu. Donc il n'y a plus, on supprime le côté dogmatique et on insiste sur le côté symbolique de ce terme. Autrement dit, le grand architecte de l'univers, ça peut être tout simplement l'humanité. Voilà, ça peut être la matière, ça peut être la vie. Donc vous voyez que dans cette direction symbolique, on n'accorde plus d'importance au signifié, pour utiliser un terme de linguistique. Finalement, on se met d'accord sur un signifiant commun qui permet à tout le monde d'être d'accord, parce que l'on sait qu'on ne sera jamais tous d'accord. C'est ça l'importance de la symbolique en maçonnerie. Vous savez, quand on voit certains films où il est question de franc-maçonnerie ou certains romans, je vais vous en montrer quelques-uns tout à l'heure, on a l'impression qu'il s'agit d'un groupement de gens qui pratiquent l'ésotérisme par goût du secret. En fait, pas du tout. Les symboles sont là pour mettre tout le monde d'accord. Parce que sous un symbole, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On se met d'accord donc sur le signe, puisqu'on sait que les opinions sont différentes. Pour permettre à tout le monde d'avoir des opinions différentes, eh bien, il faut quand même quelque chose qui soit commun. Et on revient à la philosophie du centre de l'union qui apparaît dans les constitutions d'Anderson de 1723. Alors, quant à l'histoire des obédiences, maintenant, maçonniques. En 1893, en France, est créé, à côté d'un Grand Orient de France et d'une Grande Loge de France, est créé un ordre mixte maçonnique. C'est le droit humain. Une branche du droit humain va être créée en Belgique en 1928.
D'autres obédiences vont encore être créées en Belgique par la suite. Après la Deuxième Guerre mondiale, certaines loges ont voulu se rapprocher des anglo-saxons, qui eux font toujours référence à une religion révélée, ce qui n'est pas le cas des francs-maçons continentaux, font toujours donc référence à Dieu, obligatoirement. Donc le grand architecte de l'univers pour les anglo-saxons, c'est Dieu. Ce n'est pas l'humanité, la matière ou la vie, comme je l'expliquais tout à l'heure. Ils ont voulu donc se rapprocher des anglo-saxons, et c'est à ce moment-là qu'en 1959, une nouvelle obédience va être créée à côté du Grand Orient de Belgique qui avait été fondé en 1933 et qui est à l'origine de la fondation de l'Université libre de Bruxelles en 1934. Et donc, en 1959, est créée une nouvelle obédience qui est la Grande Loge de Belgique, à côté du Grand Orient Belgique. Alors, cette Grande Loge de Belgique, à l'origine, était dans la mouvance de la maçonnerie anglo-saxonne, c'est-à-dire référence au grand architecte de l'univers, référence également aux Trois Lumières, référence en particulier à la présence de la Bible. Ça veut dire que dans les travaux des maçons anglo-saxons, il y a obligatoirement une Bible sur l'autel. Ce qui n'est pas le cas dans la maçonnerie continentale comme en Belgique ou en France. La Bible étant toujours placée sous l'équerre et le compas. L'équerre signifiant la rectitude, l'honnêteté, et le compas signifiant l'ouverture d'esprit. En 1979, une autre obédience est créée en Belgique, qui elle est la seule reconnue par la maçonnerie anglo-saxonne, c'est la Grande Loge régulière de Belgique. Et en 1981, la Grande Loge féminine de Belgique, cette fois féminine, la Grande Loge féminine de Belgique est adoubée et prend son envol, alors que pendant plus d'une dizaine d'années, elle avait vécu sous la tutelle de la Grande Loge féminine de France. Voilà. Alors maintenant, on va passer, je dirais, aux idéaux de la franc-maçonnerie, ce qui se passe dans les loges, ce qui me semble peut-être plus important que l'historique. Alors, je commence tout d'abord par les idéaux. Alors, je vous ai dit que les idéaux, ce sont ceux essentiellement de la tolérance et de la liberté de conscience. Alors, je vais vous lire, parce que je préfère toujours me rapporter au texte, je travaille ici en historien, je ne travaille pas ici en idéologue, bien entendu. La dernière version des statuts du Grand Orient de Belgique, qui date de 2002. Alors, le titre premier à l'article 1er énonce ceci. La franc-maçonnerie, institution initiatique et progressive, cosmopolite et progressiste, a pour objet la recherche de la vérité et le perfectionnement de l'humanité. Elle se fonde sur la liberté, la tolérance et le libre examen. Elle ne formule aucun dogme. Alors, ce texte est très clair, puisqu'il évoque l'idée qu'il s'agit d'une société initiatique, progressive et progressiste. Il faut faire la distinction entre les deux termes. Progressive signifie que l'on progresse en maçonnerie comme on progresserait dans une carrière, si vous voulez. Sauf qu'ici, la carrière dont il est question n'est pas une carrière professionnelle. C'est en fait par rapport au regard que l'on porte sur soi-même, afin de s'approfondir soi-même, de se perfectionner soi-même. Et alors on vous dit aussi qu'elle est progressiste, c'est-à-dire qu'elle vise le progrès de l'humanité tout entière. Son perfectionnement moral et intellectuel. Alors, quelles sont les 4 grandes caractéristiques
de la maçonnerie contemporaine. Tout d'abord, c'est que la franc-maçonnerie est avant tout une société de pensée. On discute de sujets, soit liés à la maçonnerie, donc sur les rituels, sur les symboles, soit liés à des problèmes de société, exemple le réchauffement climatique, le problème des sans-abri, des sans-papiers, par exemple, et on y discute également de problèmes philosophiques relatifs, par exemple, au sens de la vie. Ensuite, deuxième caractéristique, après celle d'être une société de pensée, la franc-maçonnerie est une société initiatique. Alors, initiatique, ça signifie qu'il y a, par définition, des initiations. Alors, des initiations, ce sont des cérémonies réservées aux membres qui cherchent à susciter une émotion sur le plan à la fois des sens et sur le plan intellectuel, surtout, enfin au niveau sentimental, si vous voulez, de telle manière que le candidat puisse, à la suite de ce choc émotif, pouvoir progresser dans la perception et la compréhension de lui-même. Il y a ainsi, en franc-maçonnerie, des initiations successives. La première, c'est celle qui reçoit le candidat dans la loge, et ensuite, au niveau des ce qu'on appelle les loges bleues, c'est-à-dire les 3 premiers degrés, on passe du degré d'apprenti à celui de compagnon, à celui de compagnon, à celui de maître. On reprend donc les degrés qui étaient ceux de la corporation des maçons au Moyen-Âge. Ces 3 stades, si vous voulez, se retrouvaient d'ailleurs dans tous les métiers au Moyen-Âge et au temps moderne, apprenti, compagnon et maître. Et il y a donc un certain nombre d'épreuves, non rien de douloureux ou d'humiliant, bien entendu, d'épreuves, mais qui sont là pour susciter une réaction émotive et intellectuelle à terme de ce qui a été vécu par l'impétrant, afin qu'il puisse progresser dans la connaissance de lui-même dans sa vie, afin de répondre au fameux « connais-toi toi-même » de Socrate, qui se trouve inscrit donc à Delphes. Alors les francs-maçons ont un certain nombre de signes, de mots, et l'on parle également d'attouchements, qui leur permet de se reconnaître entre eux, et qui sont strictement secrets, même si, vous allez voir dans les ouvrages que j'ai apportés ici, il est indiqué, un certain nombre sont indiqués, sont révélés. Donc ça, c'est secret. Ce qui est secret également, c'est le nom des membres. Donc quelqu'un qui est membre de la franc-maçonnerie ne peut pas le communiquer à un tiers. Pourquoi? Parce que tout cela a du sens, bien entendu, ce n'est pas le goût du secret. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en loge, vous pouvez vous exprimer tout à fait librement sur n'importe quel sujet, et pour éviter qu'une personne ne puisse souffrir de conséquences parce qu'elle aurait dit telle et telle chose et que ça aurait été révélé à l'extérieur, alors que cette personne n'ose peut-être pas s'exprimer à l'extérieur pour des raisons X ou Y, philosophiques, professionnelles, parce qu'elle est en dépendance par rapport à quelqu'un d'autre, c'est pour rassurer que l'on peut tout dire quand on est dans une loge. Donc le secret a pour fonction de garantir l'absolue liberté d'opinion et d'expression. Et par définition, lié à ce secret des membres, on ne peut pas révéler non plus ce qui s'est dit dans une loge.
Les sujets étant ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, des sujets philosophiques, des sujets maçonniques, des sujets historiques, par exemple. Alors il existe de nombreux grades en maçonnerie, ça dépend des obédiences. Il y en a pour les hauts grades, ça va jusqu'à 33. Il y a au-dessus de la maçonnerie bleue, qui comprend les 3 premiers grades, ce que l'on appelle la maçonnerie rouge. Ce sont les chapitres du 4e degré au 18e degré. Puis il y a la maçonnerie qui renvoie à toute une série d'éléments christiques, chrétiens. En particulier au 18e degré, hein, c'est le grade des princes rose-croix qui renvoie immédiatement à l'Eucharistie. Oui, du 19e degré au 29e degré, vous avez la maçonnerie noire. Cette maçonnerie-là, c'est la maçonnerie templière, qui renvoie à la légende des Templiers, hein, qui ont été supprimés au début du XIVe siècle par le roi de France Philippe le Bel et le pape de l'époque. Et enfin, il y a la maçonnerie blanche, qui concerne les 30e, 31e, 33e, 32e et 33e degrés. Voilà. Alors il y a des titres un peu prestigieux comme ça qui sont utilisés pour ceux qui aiment ça manifestement. On va passer maintenant aux 2 dernières caractéristiques. Donc je vous ai dit que c'était une société de pensée, je vous ai dit que c'était une société initiatique. C'est également une société philanthropique. Et vous savez que la philanthropie est quelque chose qui est très courant dans le monde anglo-saxon. Il y a beaucoup d'associations de type caritatif. Et la philanthropie, c'est en fait une action, enfin c'est plutôt une philosophie qui consiste à aider tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Hein, tous ceux qui sont dans la difficulté. Ça peut être des orphelins, ça peut être des sans-papiers, ça peut être des sans-abri, ça peut être des gens qui sont malades du sida, ça peut être également des prisonniers, que sais-je encore, ça peut être aider éventuellement à financer un centre de planning familial, des choses comme cela. Voilà. Alors, en général, les francs-maçons sont assez discrets quand ils pratiquent la philanthropie. Enfin, 4e et dernière grande caractéristique, c'est que la franc-maçonnerie est une fraternité. Autrement dit, ici il ne s'agit pas d'entraider son prochain non-maçon, ici il s'agit de s'entraider entre maçons. Les francs-maçons, ce n'est pas spécialement original, parce que les chrétiens font la même chose, s'appellent les uns les autres frères et sœurs. Ce n'est pas spécialement original. Hein. Si vous allez dans une église, que je sache, un prêtre dit mes frères et mes sœurs également. Hein, voilà. Voilà donc un certain nombre d'éléments qui me semblent importants de noter. Alors je vais peut-être maintenant vous expliquer comment ce que c'est qu'un temple maçonnique, parce que les francs-maçons se réunissent dans des temples, non pas dans des églises, j'ai bien dit dans des temples. Alors, cette notion de temple renvoie à une légende qui est celle du temple de Salomon. Alors Salomon, c'est ce roi hébreu qui vit au Xe siècle avant notre ère, c'est le fils de David. Il avait construit un temple donc à Jérusalem et ce temple sert de référence, ou plutôt renvoie à l'idée de temple de l'humanité en construction. En construction. Autrement dit, pour les francs-maçons, le temple n'est jamais achevé puisqu'il s'agit d'un travail constant sur soi-même d'abord,
et ensuite pour construire une meilleure société. Donc le temple est toujours en construction. Et c'est pour ça que les maçons se considèrent donc comme des ouvriers qui construisent un temple, avec des apprentis, des compagnons et des maîtres. Ce temple est orienté d'ouest en est, ben, ce n'est pas très original non plus. En l'Antiquité ou même dans les églises, il y a beaucoup de temples qui étaient orientés. Et orientés, dans le mot orienté, je n'ai même pas besoin de vous dire vers l'est, parce que orienté signifie vers l'est. Parce que vous avez le mot orient dans orienté. L'Orient, c'est l'est. Et pourquoi l'est? Parce que c'est de là que vient la lumière tous les jours. Le soleil se lève à l'est. Donc, dans un temple, on rentre par l'Occident et le président de l'Assemblée, qui aux 2 premiers degrés s'appelle un vénérable maître, préside donc à la réunion de telle manière que tout se passe suivant les règles et que la tolérance, la libre expression, les libres opinions puissent trouver leur pleine, justement, expression. La notion de lumière est essentielle pour les francs-maçons, ils se disent même fils de la lumière. Quand ils sont initiés, ils reçoivent la lumière quand on leur retire leur bandeau, au premier degré. Il y a d'ailleurs dans les temples maçonniques une lune et un soleil, puisqu'il y a des frères ou des sœurs et des frères et des sœurs, ça dépend si c'est une obédience masculine, féminine ou mixte, qui se trouvent de part et d'autre de la partie centrale. Alors, ceux qui se trouvent sur la gauche se trouvent donc au nord, et ceux qui se trouvent à droite se trouvent donc au midi, au sud. Donc le temple symbolise l'univers. Il y a l'Occident, l'Orient, le Nord et le Midi. Alors, le plafond, lui, est bleu, un bleu foncé, avec des étoiles qui symbolisent le ciel pendant la nuit. Autrement dit, le temple est ouvert vers le ciel, ce qui permet de s'élever et donne une impression de sérénité. Et d'autre part, le sol est divisé en ce qu'on appelle un pavé mosaïque, c'est-à-dire qu'un petit peu comme dans un jeu de dames, vous avez des pavés noirs et blancs qui alternent et qui symbolisent, comment dirais-je, d'un point de vue philosophique et symbolique de nouveau, le côté binaire du conflit entre le bien et le mal que chaque individu a en lui. Donc on est dans une perception dialectique de la psychologie de l'individu. Alors, la parole est distribuée par le président de séance qui est accompagné de 2 autres personnes que l'on appelle des surveillants et qui donnent la parole aux gens de ce qu'ils appellent leur colonne, c'est-à-dire ceux qui se trouvent à gauche ou à droite. Pourquoi des colonnes? Parce qu'on est symboliquement dans un temple. Voilà. Alors, dans le calendrier maçonnique, nous sommes en 6010, je calcule bien, en 6010, parce que leur calendrier commence en 4000 avant Jésus-Christ. Vous savez que les musulmans sont en 622, qui est la date de l'hégire, donc de la fuite, plus exactement l'émigration, qui se traduit littéralement, de Mahomet de la Mecque. Et donc, c'est un calendrier comme un autre. Les orthodoxes, il y a 13 jours de différence par rapport aux catholiques.
Si vous prenez le calendrier révolutionnaire, nous sommes, qui commence à partir du 21 septembre 1792, donc au lendemain de la bataille de Valmy, hein, où les armées révolutionnaires françaises ont battu les Autrichiens, eh bien, nous sommes maintenant en l'année 218 du mois de Ventose. Jusqu'au 21 mars, c'est le mois de Ventose. Nous sommes en l'année 218. Si vous êtes républicain, voilà, ce calendrier républicain n'a été utilisé que pendant 12 ans, hein, à l'époque de, ou 14 peut-être même, à l'époque de la Révolution française sous le consulat et au début de l'Empire napoléonien. Il était réutilisé pendant 3 mois à l'époque de la Commune de Paris en 1871. C'était l'année 79. Maintenant, nous sommes en 218. C'est écrit en chiffres romains. Vous savez que dans le calendrier républicain, les mois qui appartiennent à une même saison se terminent, ont le même suffixe. Donc tous les mois qui se terminent en ose, ce sont les mois d'hiver, comme il y a nivose, pluviose et ventose. Hein. Les mois de printemps se terminent en al. Hein. Vous avez donc germinal, bien connu par le roman de Zola, puisque c'est une métaphore. Ce qui se passe dans le roman, hein, puisque c'est en germe l'espoir d'un monde nouveau hein, qui surgit. Vous avez prairial et enfin vous avez floréal. En été, chez les révolutionnaires, enfin dans le calendrier républicain, vous avez tous des mois qui se terminent en or. Hein, donc vous avez thermidor quand il fait chaud, au mois de juillet. Hein, puis vous avez messidor, le mois des moissons. Et puis vous avez enfin fructidor hein, au mois de septembre. Et alors vous avez la même chose pour l'automne. Alors là, c'est des mois qui se terminent en R. Le mois le plus célèbre étant celui qui est à cheval sur la fin novembre et les 3 premières semaines de décembre, qui s'appelle Brumaire. Ça vous renvoie à un souvenir qui est celui de la prise de pouvoir du coup d'État de Napoléon Bonaparte donc, en 1799. Voilà. Alors, les maçons ont également une écriture particulière qui est rarement usitée, mais qui était celle des maçons au Moyen-Âge. Ah, c'est tout simplement, comment dirais-je, je peux vous le faire au tableau. J'ai fait ça pour les Hébreux et pour les Grecs, je crois aussi. Alors, donc en fait, dans leur écriture, vous prenez tout simplement... c'est comme un tactoc, un boxo. Vous avez joué à ça quand vous étiez enfant. Hein. En fait, toutes les lettres hein, sont symbolisées. Donc, ceci c'est la lettre A, ceci c'est la lettre B, ceci c'est la lettre C, ceci c'est la lettre D, et ainsi de suite. Donc, c'est chaque fois, on utilise donc une partie des cases avec un point pour la lettre qui suit. Et donc, la lettre qu'on voit le plus souvent, si vous voyez des ouvrages d'histoire maçonnique, vous pouvez trouver par exemple en librairie, hein, eh bien, pour une loge, ça se symbolise évidemment par la lettre L qui est au milieu, et donc une loge, c'est théoriquement un carré, mais en fait c'est un rectangle, hein, avec un point au milieu. Et donc loge au pluriel, ça s'écrit comme ça, en doublant tout simplement. Ça se trouve dans tous les ouvrages. C'est bien expliqué, vous savez, et alors là, vous arrivez finalement à la lettre Z, quoi. Vous prenez toutes ces cases-là. Ça va? Voilà. Alors maintenant, je vous lis encore un document avant de vous montrer les ouvrages. J'espère n'avoir rien oublié d'important. Je ne crois pas. Alors, ici, c'est un texte qui a été publié en 2005 et qui montre la position de l'Église catholique par rapport à la franc-maçonnerie. Donc c'était une réponse du vicaire général du cardinal archevêque de Malines, donc Monseigneur Danels, hein, à une lettre qui lui avait été envoyée et qui s'interrogeait sur l'excommunication des francs-maçons aujourd'hui. Hein, je vous lis la réponse, enfin peut-être la lettre qui avait été envoyée. Donc
C'était une question suite à une déclaration faite par le cardinal Joseph Ratzinger, vous savez, c'est le pape actuel, Benoît XVI, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, déclaration datée du 25 novembre 1983 et signée par le pape Jean-Paul II qui en a ordonné la publication. Le jugement négatif de l'Église concernant les associations maçonniques reste inchangé parce que leurs principes sont considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église. De ce fait, l'appartenance en reste interdite. Les croyants qui sont membres d'associations maçonniques se trouvent donc en état de péché grave et ne peuvent recevoir la Sainte Communion. Donc ça, c'était le texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi, publié par Joseph Ratzinger en 1983. Et la réponse du chanoine, donc vicaire général du cardinal archevêque, était la suivante. J'aimerais bien qu'on écoute. Alors, la déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 26 novembre 1983, à laquelle vous faites allusion dans votre lettre, a été publiée suite à une question précise concernant le nouveau code de droit canonique qui venait de paraître. À la différence de l'ancien code, le nouveau ne mentionnait plus explicitement, canon 1374, les associations maçonniques se contentant de parler d'associations qui conspirent contre l'Église. Donc ça, c'est la position actuelle de l'Église catholique. Donc la franc-maçonnerie fait partie des associations qui conspirent contre l'Église. La congrégation a simplement voulu confirmer que les associations maçonniques étaient à considérer parmi celles visées au canon 1374 du nouveau code. C'est un des rôles de la congrégation que de donner un commentaire autorisé au sujet du code. Voilà le texte de cette déclaration. Pour le contexte, alors venons-en maintenant aux motivations de cette confirmation de la position des gens anciennes de l'Église en rapport avec les associations maçonniques. La première raison à laquelle on pense est bien l'opposition parfois très virulente de certaines de ces associations à l'égard de l'Église. Cette opposition est surtout née au XIXe siècle et il faut le reconnaître, elle n'a pas disparu aujourd'hui dans certains milieux. Cette première raison n'est cependant pas la plus fondamentale. Si certaines associations maçonniques poursuivent une réelle quête spirituelle, il faut reconnaître que cette quête est bien différente de la quête spirituelle chrétienne. Les différences essentielles concernent tant la conception que l'on se fait de Dieu que celle de l'homme. Si quête de Dieu il y a dans certaines associations maçonniques, cette quête n'est pas celle d'un Dieu personnel qui veut faire alliance avec l'homme en lui adressant son appel et en respectant la réponse de sa liberté. Il est plutôt question d'un Dieu grand architecte que du Dieu de Jésus-Christ, Dieu personnel, Dieu Père, Fils et Esprit. La différence est donc bien fondamentale. La conception de l'homme est également radicalement différente. Pour plusieurs associations maçonniques, l'homme est fondamentalement bon, en marche vers une harmonie universelle. Cette manière de considérer l'homme le ferme à l'idée même d'un salut et d'une destinée qui sont proposés à sa liberté par le Dieu de Jésus-Christ. Voilà donc en substance ce qui se trouvait dans la réponse donc, de l'archevêché. Donc c'est une lettre qui a été publiée et qui date du 26 avril 2005. Donc c'est la dernière position de l'Église catholique en général et en Belgique en particulier par rapport aux associations maçonniques. Alors maintenant, je tiens à vous montrer quelques ouvrages, comme je le fais pour tous les cours. La bibliographie est un peu moins importante, je crois, pour le christianisme la semaine passée, parce que là, je crois que j'avais vraiment beaucoup de livres. Alors, il faut partir, si vous vous intéressez à la franc-maçonnerie, non, peut-être ce petit ouvrage de Paul Naudon, publié en que sais-je, La franc-maçonnerie. Ensuite, vous avez du même Paul Naudon, à l'office du livre, Histoire générale de la franc-maçonnerie. Oui, ce que je n'ai pas dit, j'aurais pu le dire, c'est que les francs-maçons et les francs-maçonnes, quand ils se réunissent, ils portent un tablier pour symboliser qu'ils sont des ouvriers. À l'origine, c'était une peau de mouton qui servait à les protéger des éclats des pierres quand ils les travaillaient, quand ils les sculptaient. Ils portent également des gants blancs pour montrer la pureté de leur travail. Alors, de Daniel Ligou, La franc-maçonnerie, c'est un recueil de textes, Presse universitaire de France, sauf erreur de ma part. Oui. Alors, chez EPO, qui est un éditeur belge, La franc-maçonnerie, mythe et réalité de Michel, alors c'est Heusen.
Et curieusement, je l'ai acheté au PTB. Vous savez, le Parti du Travail de Belgique est un parti d'extrême gauche qui se trouve au boulevard Lemonnier. Alors, franc-maçonnerie et religion dans l'Europe des Lumières, texte réuni par Charles Porcet. Dans la revue 18e siècle de 1987, la franc-maçonnerie, mais au 18e siècle, bien entendu. Alors, un dictionnaire incontournable si vous vous intéressez à l'histoire de la franc-maçonnerie, c'est celui de Daniel Ligou, aux Presses universitaires de France. Alors, maintenant, sur la franc-maçonnerie, non plus d'un point de vue historique, mais d'un point de vue explicatif, vous pouvez partir d'un ouvrage qui ne s'intéresse pas d'ailleurs seulement à la franc-maçonnerie, mais qui est beaucoup plus général, mais qui vous explique ce que c'est que le symbole, d'un point de vue hautement philosophique, de Baudouin de Charneux et Luc Nefontaine. Je vous ai parlé de Charneux la semaine passée, qui avait publié un livre sur Jésus. Alors, de Francis Boudou, la franc-maçonnerie, une psychothérapie de groupe pour gens dits normaux, point d'interrogation, chez Laborde. L'auteur est psychiatre. Alors, de Charneux et Desfontaines, la franc-maçonnerie en pleine lumière à contre-jour, chez Laborde. D'Alain Boer, qui était, on voit de temps en temps à la télévision encore, grand maître du Grand Orient de France, le crépuscule des frères, la fin de la franc-maçonnerie à la table ronde. Le même auteur a publié également Grand Haut, les vérités du grand maître du Grand Orient de France, en folio, donc ça se trouve très facilement. Alors, d'autres grands maîtres, vous avez de Michel Barras, La conversion du regard, chez Albin Michel. De Jean Verdun, alors un grand classique, La réalité maçonnique, qui est un très bel ouvrage sur le plan philosophique, en Flammarion. Du même Jean Verdun, alors le franc-maçon, non, d'abord la nouvelle réalité maçonnique, chez Albin Michel. Alors un ouvrage où il règle ses comptes avec la franc-maçonnerie, le franc-maçon récalcitrant, qu'espérer pour la franc-maçonnerie française en l'an 2000, aux éditions du Rocher. Enfin, pas avec la franc-maçonnerie, plus exactement, avec la manière dont certains francs-maçons pratiquent la franc-maçonnerie, en particulier au Grand Orient de France. Alors, lui-même, Jean Verdun, Carnet d'un grand maître, Lumière poursuite aux éditions du Rocher. Alors, sur la symbolique maçonnique de Jules Boucher, chez Dervy, d'Oswald Wirth, mais c'est très ésotérique, La franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes, chez Dervy Livre. Alors, pour les hauts grades dont je vous ai parlé, du 4e au 33e degré, Histoire rituelle et tuileur des hauts grades maçonniques, chez Dervy, de Paul Naudon. Alors là, c'est un ouvrage très érudit, mais passionnant. Moi, j'ai été écouter l'auteur, c'est un jésuite espagnol. J'ai été l'écouter il y a une vingtaine d'années dans le bois de la Cambre, à Bruxelles. Les archives secrètes du Vatican et de la franc-maçonnerie, histoire d'une condamnation pontificale, chez Dervy Livre. Alors, il y a une faute dans le titre, c'est archives secrètes du Vatican et la franc-maçonnerie. Il n'y a pas de deux. Bon, ils ont mal traduit l'espagnol, parce qu'il n'est pas du tout question d'archives secrètes de la franc-maçonnerie, mais seulement des archives secrètes du Vatican sur la franc-maçonnerie. C'est fait à partir des archives pontificales, en tout cas celles qui sont disponibles. C'est un ouvrage tout à fait remarquable. Alors, sur la franc-maçonnerie française, il existe les 3 tomes de Pierre Chevalier, Histoire de la franc-maçonnerie française, chez Fayard, c'est le grand classique. Un recueil de textes de Gérard Gaillot, La franc-maçonnerie française en folio. Alors, d'Alain Le Bihan, franc-maçon et atelier parisien de la Grande Loge de France au XVIIIe siècle, en 1973. Alors, un sujet qui est intéressant, c'est de Marc Vieillard, les francs-maçons et la Commune de Paris.
en 1871. En fait, il y avait des francs-maçons qui, effectivement, sont montés sur les barricades avec leurs bannières maçonniques pour s'opposer, comment dirais-je, aux Versaillais de Adolphe Thiers contre donc, la Commune de Paris, donc cette révolution du 19e siècle très progressiste. Alors, pour la Belgique, histoire de la franc-maçonnerie belge de chez Collet, de Joël Harvel, qui est un pseudonyme. Alors, publié par le Crédit Communal, je crois, par l'ex-CGER, maintenant c'est devenu Fortis, un siècle de franc-maçonnerie dans nos régions, 1740-1840. Alors, c'est décoré. Ah, ben justement, je suis tombé par hasard sur un portrait de Theodor Verhagen, qui est le fondateur de l'Université de Bruxelles, hein, avec Auguste Baron. Vous voyez justement avec un cordon maçonnique, et vous connaissez certainement ce nom, Verhagen, puisque je crois que c'est le 21 novembre ou le 20 novembre, les étudiants de l'Université de Bruxelles fêtent la Saint-Verhagen, la Saint-V, et vous les trouvez dans les rues de Bruxelles avec des verres de bière pour récolter des sous auprès des bourgeois qui circulent dans la ville. Alors, de Marcel de Scamfeler, Histoire de la franc-maçonnerie belge depuis 1830, il y a 3 volumes. La franc-maçonnerie en Belgique, l'éloge symbolique de Jacques Lemaire, c'est le monsieur qui présente l'émission La pensée les hommes le samedi matin, généralement entre 9h30 et 10h. Vous dormez peut-être à cette heure-là. Hein. Alors, visage de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe siècle au XXe siècle, aux éditions de l'Université de Bruxelles, direction Hervé Asquin. Pour le XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie belge au XVIIIe siècle par Paul Duchesne. La franc-maçonnerie belge sous le régime autrichien de Van der Skelte. Je vais peut-être montrer la première page parce qu'il y a une couverture qui va peut-être gâcher l'image. Laïcité et franc-maçonnerie de John Bartier aux éditions de l'ULB. Alors si ça vous intéresse, c'est au moment des journées du patrimoine. Donc vous savez que la fête de la communauté française c'est le 27 septembre. Hein. Un jour vous avez congé d'ailleurs, hein, ici à l'école normale. Le week-end qui précède ou le week-end qui suit, il y a toute une série de bâtiments publics ou privés qui s'ouvrent pour montrer l'importance de notre patrimoine en Belgique, hein, à Bruxelles, en Wallonie. Et vous pouvez chaque année visiter les temples maçonniques qui se trouvent près de la place de Brouckère, hein, rue de Laken. Donc vous pouvez aller voir, ce sont des temples égyptiens. Il y a le grand temple maçonnique qui se trouve à l'étage, où vous verrez, ce sont des temples avec des motifs égyptiens. Vous avez toutes les peintures qui se trouvent, qui ont été restaurées il y a quelques années, donc avec des deniers publics, c'est pour ça qu'ils sont accessibles au public, hein, et qui représentent en fait la légende d'Hiram, hein, qui était l'architecte du temple de Salomon. Donc ici, vous avez un petit ouvrage qui s'intitule Hommes et paysages, publié par la Société Royale Belge de Géographie, itinéraire de la franc-maçonnerie à Bruxelles. Et ici, vous avez la porte d'entrée d'un temple maçonnique, justement, de la rue de Lac. Alors, il existe, rue de Lac également, un musée belge de la franc-maçonnerie. Hein. Il est accessible, c'est le jeudi après-midi. Alors, un ouvrage de Joël Harvel, Être franc-maçon en Belgique, 80 réponses aux questions que vous posez, édité par Les Yeux Fertiles. Alors, je vous ai dit que l'Université libre de Bruxelles était fondée par des maçons, ce qui explique que quand vous êtes avenue Franklin Roosevelt, vous avez l'auditoire Paul-Émile Janson, et sur la gauche du bâtiment, vous allez voir un monument avec des symboles maçonniques. Hein, ce sont ceux, je crois, du chapitre Les Amis Philanthropes, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Alors, il y a toute une série de volumes qui relatent l'histoire de la naissance et l'évolution de l'Université libre de Bruxelles. Ici, les 150 ans de l'ULB. Le volume concernant les 175 ans doit paraître dans 2 mois. Il est édité par les archives de l'ULB. Alors, ont été publiés à la fin de l'année dernière, donc il y a 3 mois, hein, par Espace de Liberté,
L'ULB fête ses 175 ans, 1834. Vous trouvez à l'intérieur de ce volume une pièce de théâtre qui est inspirée de la Fondation. C'est une création théâtrale. De Pierre Dalette, le libre examen La vie d'un principe, l'Université de Bruxelles de 1834 à 1964, publié par Espace de Liberté. Le libre examen, en fait, c'est une notion qui a été inventée par les protestants au XVIe siècle et qui consiste à refuser tout acte d'autorité, tout argument d'autorité lorsque l'on travaille, lorsque l'on raisonne. Donc on refuse absolument toute forme de dogme. Alors, chez Lupire, Allende, donc le président chilien qui a gouverné au Chili entre 1970 et 1973, jusqu'au fameux 11 septembre, mais qui n'est pas le 11 septembre dont on parle tout le temps, celui de 2001, mais le 11 septembre 1973, donc, Allende a été, comment dirais-je, limogé. Enfin bon, il s'est suicidé ce jour-là par Augusto Pinochet. Et Allende était marxiste, mais surtout franc-maçon. La préface est de Elio Di Rupo. Alors, sur l'Espagne, alors il y a, pour ceux qui connaissent un petit peu l'espagnol, Franco contre les maçons, donc Franco contra los masones, de Xavi Casinos et Josep Brunet. Alors voilà, j'ai acheté ça. Alors le sous-titre c'est à partir des archives secrètes de l'espionnage de Franco, et on voit le rôle que la CIA aux États-Unis a joué à ce moment-là, parce qu'il était tout à fait contre, puisque lui défendait un régime soutenu par l'Église catholique, un régime d'extrême droite. Voilà, j'ai acheté ça en allant à Madrid il y a 2 ans. Alors, un ouvrage anti-maçonnique, vous vous souvenez que la semaine passée je vous ai montré des ouvrages contre voilà, les chrétiens. Alors ici, il s'intitule « Le dialogue de Satan ». Alors là, il est expliqué que les francs-maçons sont à l'origine de tous les maux, même les papes sont des francs-maçons. Alors, l'opéra « La flûte enchantée », opéra maçonnique de Jacques Chaillet. Alors, vous savez peut-être que La flûte enchantée de Mozart, c'est un opéra maçonnique, c'est situé d'ailleurs dans l'Égypte ancienne, c'est la lutte entre le jour et la nuit. Alors, un film de propagande, Force occulte, c'est en fait un film de propagande contre les francs-maçons à l'époque du régime de Vichy, en France. Alors, il y a un petit livre publié sur le sujet de Jean-Claude Le Saule. Alors, il y a des romans également inspirés par la franc-maçonnerie, de Christian Jacques, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'Égypte, Le moine et le vénérable, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, le vénérable maître donc. Alors, un roman que j'ai lu il y a 2 mois de Dan Brown, Le symbole perdu, qui a publié le Da Vinci Code. Pour moi, c'est mal écrit, mais enfin bon. C'est quand même mieux que le Da Vinci Code, mais voilà. Donc c'est la maçonnerie en fait anglo-saxonne dont il est question ici. Et pour terminer, pour ceux qui aiment la bande dessinée, Les colonnes de Salomon, de Vassaux, Parent et Facon, La mort d'Hiram. C'est l'histoire de l'architecte du temple de Salomon. En fait, c'est une bande dessinée maçonnique, qui correspond en fait au 3e degré. Voilà, ça je vous le conseille, c'est publié par L'Œil d'Horus. Voilà. Parce que ça, il y a peut-être plus d'espoir que vous lisiez ainsi que Dan Brown que tout ce que je vous ai montré avant. J'ai dit.